9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut a entretenu une relation privilégiée et unique avec des millions de Français à l'heure du 13h. Le journaliste originaire de Picardie, il y tenait à fabriquer un style et une marque unique, parlant avec la même passion de l'actualité que de la baie de Somme ou du carnaval de Nice et des marchés. Une hiérarchie de l'information, une empreinte qui n'était pas sans éveiller des critiques. Lui traçait sa route, des critiques qui laissaient le journaliste insensible face aux chiffres stratosphériques de ses audiences. Personnification ultime, on disait le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur du JT s'est éteint hier à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer. Bonjour Claire Chazal. Oui, bonjour Philippe. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes journaliste à France, à France Télévisions, ex-présentatrice des journaux du week-end sur TF1. Vous étiez le 13h et le 20h et vous partagiez l'incarnation des JT de la première chaîne avec Jean-Pierre Pernaut et aussi PPDA. Bien sûr, Patrick aussi. Oui. Robert Namias, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes l'ex-directeur adjoint de TF1 en charge de l'info. Vous avez travaillé évidemment aux côtés de Jean-Pierre Pernaut. Tout à l'heure, nous serons également en ligne avec Jacques Expert, l'ancien rédac-chef de l'émission Combien ça coûte, ce qui faisait pas que le 13h. Jean-Pierre, il avait aussi d'autres émissions. Et tout de suite, pour démarrer cette émission Hommage, on est en ligne avec Thierry Tullier. Vous êtes le directeur adjoint du pôle information du groupe TF1. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Philippe. Jean-Pierre Pernaut a quitté l'antenne de LCI le 17 décembre dernier, c'est tout récent. Vous aviez encore des projets avec lui à TF1. Que retenez-vous de Jean-Pierre Pernaut, Thierry Tullier ? Alors, écoutez, tellement de choses. D'ailleurs, je voulais en profiter pour saluer Claire et Robert, évidemment, parce que c'est aussi une aventure commune pour nous trois. Alors moi, modestement, mon premier souvenir, c'est comme jeune journaliste que je l'ai, puisque Jean-Pierre m'avait fait confiance pour mes premiers sujets, qui étaient, d'ailleurs honnêtement je m'en souviens pas très bien de ces sujets, je suis pas sûr qu'ils aient été excellents et qu'ils marquent l'histoire, très loin de là. Dites pas ça, mais, on va essayer de les retrouver, ne dites pas ça Thierry Tullier. Non, je vous assure, mais en revanche, quel soutien, quel mentor, quel pédago sur les sujets. Donc moi, déjà, c'est cette espèce de dimension très humaine de Jean-Pierre qui, lorsque vous entriez dans sa rédaction, dans la rédaction, vous deveniez son journaliste et vous défendait becs et ongles. Et puis, il y a tout ce que vous savez. Évidemment, il a inventé un journal de 13 heures. C'est peut-être pas la peine d'y revenir, même si c'est important. On peut le dire. Voilà, c'est important de le rappeler. Il a créé, par son intuition, par finalement aussi ses attaches en région, un journal que personne n'avait pu imaginer, parfois même contre, j'allais dire, le mainstream, contre, à l'époque, une tendance générale. Mais en même temps, et moi c'est ça aussi sur quoi je vais insister, j'insiste souvent, c'était un remarquable journaliste. Il ne se trompait que très rarement, peut-être même jamais. Le mur de Berlin, édition spéciale, je pense que Robert était à la rédac, donc il pourra peut-être en témoigner. Édition spéciale le lendemain de la chute du mur. Le 11 septembre, évidemment, quand il est sur le terrain, je pourrais citer les Gilets jaunes, je pourrais citer aussi les interviews du président de la République et du Premier ministre. Enfin bon, je veux dire, c'était un journaliste complet. On a eu tendance parfois à l'oublier, sauf les Français, qui lui ont fait confiance, et même une confiance croissante. Je ne sais pas si vous imaginez, après 30 ans, il y avait encore de plus en plus de Français qui lui faisaient confiance, c'est-à-dire ses audiences étaient à la hausse, au point de terminer, il en était tellement fier quand il m'en a parlé, de terminer comme la personnalité préférée des Français, et en disant, tu vois, regarde, j'ai gagné ma Coupe du Monde à moi, au bout de 30 ans, voilà, et c'était sa reconnaissance ultime, c'était pas tellement la reconnaissance de ses pairs, c'était la reconnaissance des Français. Des Français. Thierry Tullier, vous l'avez accompagné, vous parliez de ses 30 ans, en réalité c'était 33 ans, vous l'avez accompagné dans la décision la plus importante de sa carrière, vous étiez le patron de l'info à ce moment-là, vous l'êtes toujours, l'arrêt de son 13h, comment ça s'est passé, est-ce qu'il n'avait pas de regrets depuis ? Alors, quand on en parlait avec Jean-Pierre, et je vais vous dire... Ça venait de lui, ça venait de vous, ça venait des deux ? Ça venait des deux, ça venait un peu de lui, parce que honnêtement, il m'a envoyé des signaux pendant le premier confinement, vous savez, mars 2020, il faut s'en rappeler. Je me souviens. Ça a été un moment clé pour lui. Vous savez qu'il est resté chez lui, il avait des craintes, il avait une santé fragile. Et donc, quand on s'est vu à déjeuner au mois de juin 2020, on a évoqué ensemble la suite et lui-même m'a dit, écoute, je pense qu'il est temps de préparer la suite. Je sais que ça lui coûtait beaucoup parce qu'il adorait ce rendez-vous quotidien. D'ailleurs, honnêtement, il a arrêté le 13h dans les conditions qu'on connaît, avec beaucoup d'ailleurs
de hauteur de vue aussi, puisqu'il a assuré une transition. C'est très rare de pouvoir assurer une transition avec Marie-Sophie Lacaro. Avec Marie-Sophie, et vraiment on peut le remercier. Mais je vous cache pas que dès lors qu'il est sorti du Trésor, il s'est employé à occuper chacune de ses journées. Alors il m'a dit, je vais te faire une hebdo sur LCI, je vais te faire un magazine sur les régions, je voudrais faire des magazines avec Capa pour la case reportage du samedi. Et finalement, il s'est retrouvé, c'est Nathalie Marquet, sa femme, qui me le disait, il a quasiment autant travaillé qu'à l'époque du Trésor. Là, il se réveillait peut-être un peu moins, il se levait peut-être un peu moins tôt, mais il travaillait tout autant. Il avait cette passion de l'info, du journalisme. Et je vais vous dire aussi une chose très importante, parce que c'est rare, il était très fidèle. C'est la fidélité pour une entreprise. Il a été, quand il a annoncé son départ, il a été très sollicité par les concurrents, c'est normal. Et non, il voulait rester à TF1, même si c'était LCI. Vous voyez, il était très attaché, par exemple, à LCI. Voilà. Et donc, cette fidélité-là, sur quand même de très nombreuses années, est aussi la marque d'un grand bonhomme. Merci beaucoup Thierry Cuillet, merci pour ce témoignage. Je me tourne vers vous, Claire Chazal, vous avez formé ce trio avec PPDA et Jean-Pierre Pernaut. Comment se passait le travail aux côtés de Jean-Pierre ? Alors évidemment, nous étions tous dans cette rédaction que nous aimions beaucoup, qui se formait une sorte de famille. J'allais dire singulièrement pour Jean-Pierre, qui était comme un père pour eux. Et c'était souvent des jeunes journalistes, souvent en région. Et comme m'a rappelé Thierry, qui évidemment, effectivement, était un jeune journaliste du service étranger de TF1 à ce moment-là, il les aidait beaucoup, il les écoutait. Et nous, avec Patrick, nous le côtoyions, bien sûr, dès que nous étions là, moi plus en fin de semaine. Alors vous, c'est une situation très particulière parce que vous présentiez à la fois les 20h et les 13h. Les 20h, c'est votre marque, mais est-ce que vous faisiez un 13h différent en tenant compte de la marque Jean-Pierre Pernaut et de l'empreinte qu'il avait laissée à la mi-journée pendant la semaine ? Je crois que nous faisions des journaux... Est-ce qu'il y avait une couleur différente ? Oui, il y avait des couleurs différentes déjà entre les 13h de Jean-Pierre et les 20h de Patrick. Bien sûr. C'était ainsi. Et je crois que ça correspondait absolument au public de TF1 et c'était intelligemment fait. Et pour ma part, effectivement, je présentais le 13h du samedi et du dimanche et 3 20h. Et d'abord, mes éditions de 13h étaient un peu plus courtes que les siennes. Donc cette page magazine qu'il consacrait aux régions, au savoir-faire locaux, aux traditions, moi je l'avais moins. Et je me concentrais plus sur l'actualité du jour. Donc mes 13h n'avaient pas tout à fait la même couleur que les siens, mais c'était le reflet de nos personnalités, à Jean-Pierre et à moi. Robert Namias, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Pernaut a commencé la présentation du journal en 88. Il prenait la relève d'un géant, Yves Mourouzi, avec un style très particulier. Il a transformé le 13h à son image. On connaît le style JPP. Il a tenu l'antenne 33 ans. Je me souviens, j'ai retrouvé des papiers de l'époque. Certains pensaient qu'il serait remplacé avant l'été, qu'il serait une sorte de pape de transition. À quel moment vous vous êtes dit, waouh, avec ce gars-là, on tient quelque chose ? Mais d'abord parce que il succédait à un journal qui était totalement élitiste, faut bien le dire, surtout à la fin, celui de Mourouzi, et qui était un journal dont les audiences étaient en berne. Donc on a bien vu que très vite, Pernaut faisait progresser les audiences, les redressait, et au bout d'une année, avait largement dépassé le journal d'Yves Mourouzi. Et puis surtout, moi j'ai compris très rapidement... avec Michel Cotta, qui était la directrice de l'information à l'époque d'ailleurs, et Jean-Claude Paris, que Pernaut c'était un provincial qu'il assumait. Thierry en a parlé tout à l'heure, qui était regardé avec une forme de recul, pour ne pas dire de mépris par les Parisiens et qui peuplaient les rédactions, et en particulier celle de TF1, qu'il assumait, mais qui en portait les valeurs surtout, et qui a porté les valeurs à l'écran de TF1, ce qui n'était le cas de pratiquement aucune chaîne de télévision. Donc il y a eu une vraie rencontre, et une rencontre qui n'était pas seulement une rencontre télévisuelle, mais qui, à mon avis, a été pendant 30 ans aussi une forme de rencontre politique. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on l'a, je crois, pas mal dit depuis hier, mais c'est vrai, c'est sans doute celui qui a le plus senti ce qui se disait dans ce qu'il appelait, avec fierté, la province, les régions, et qui a explosé à travers la crise des Gilets jaunes. C'est quelqu'un qui a toujours incarné. Moi, je suis frappé, parce que les audiences, ça dit des choses. Je suis frappé par l'audience d'hier soir. Vous vous rendez compte? Une émission spéciale sur un journaliste de télévision qui a fait 6,5 millions de téléspectateurs. Chaque jour, pendant plus de 20 ans, les dernières années c'était un peu moins, mais pendant plus de 20 ans,
un Français sur deux écoutait Pernaut à 13h. Et Vous passiez dans un village à l'été ou au printemps lorsque les fenêtres étaient ouvertes et vous entendiez la voix de Pernaut, vous entendiez le générique de TF1. À l'été, Donc, il a je me permets de vous interrompre. incarné quelque chose. On est absolument d'accord. Vous parliez du rôle politique de Jean-Pierre Pernaut. Il y a des choses qu'on n'a pas encore entendues, heureusement. On a des documents. On va aussi parler de sa manière de faire des émissions magazines, notamment Combien ça coûte. On est avec Claire Chazal, Robert Namias. Il y a Jacques Expert qui arrive. Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous parlons de la disparition et nous rendons hommage à Jean-Pierre Pernaut, disparu hier à l'âge de 71 ans. Nous sommes avec Claire Chazal en direct dans ce studio, Robert Namias à distance et nous a rejoint Jacques Expert. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes Philippe. écrivain, journaliste, vous étiez le rédacteur en chef de Combien ça coûte, émission culte présentée par Jean-Pierre Pernaut. Comment est née cette émission et pourquoi Jean-Pierre a été choisi pour l'incarner ? J'étais pas au lancement de l'émission, je l'ai dirigé pendant 5 ans, cette émission, aux côtés de Jean-Pierre. Alors pourquoi est-ce qu'il a été choisi ? C'est Stéphane Courby qui l'avait choisi à l'époque, quand il a lancé Combien ça coûte avec Isabelle Quenin qui était la co-présentatrice. L'émission à l'époque était en deuxième partie de soirée. Je pense qu'il l'a choisi très naturellement parce qu'il incarnait déjà à travers son journal les préoccupations du quotidien. Et c'est vrai que Combien ça coûte était véritablement ancré dans ce domaine-là. Je pense que le choix vient de là, en fait. Jacques Expert, c'était comment de travailler avec Jean-Pierre Pernaut au quotidien ? C'était facile ? C'était orageux ? C'était comment ? Non, je voulais dire, on a travaillé ensemble pendant 5 ans, et pendant 5 ans, il n'y a pas eu, même pas un nuage entre nous. Ça a été 5 années extrêmement à la fois professionnelles, où je mêlais le professionnel et l'amical. On s'est très bien entendu, on était fondamentalement d'accord sur le contenu de l'émission. Il me faisait confiance, et ça c'est évidemment capital pour un rédacteur en chef, et je garde de ces 5 ans. C'est pas parce que aujourd'hui, quand une personne disparaît, il y a bien sûr, il y a le vernis de compliments et il y a le vernis de la politesse qui se passe là-dessus, bien sûr. Mais j'ai vraiment passé 5 années très agréable, professionnellement très agréable et très constructive aussi à ses côtés. J'en garde un excellent souvenir. Ce qui est extraordinaire, c'est que la raison pour laquelle je voulais qu'on vous entende, c'est que c'est absolument pas anecdotique cette émission, puisque Combien ça coûte, le pouvoir d'achat est toujours la préoccupation numéro 1 des Français. Oui, je crois que Jean-Pierre il a une espèce de feeling, de sixième sens des préoccupations des gens. Et véritablement, il s'est totalement retrouvé dans cette émission. C'est une émission de divertissement dans laquelle il était investi parce qu'il avait une intuition naturelle comme je disais, des préoccupations pécuniaires des gens, du quotidien des gens. Et ce qui est quand même très frappant chez Jean-Pierre, contrairement à pas mal de gens de la télé, c'est qu'il était à l'antenne comme il était dans la vie. C'est peut-être un raccourci un peu facile à dire, mais c'est la réalité. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé une fois que j'ai arrêté Combien ça coûte avec lui, et vraiment il aimait la vie ordinaire, la vie du quotidien. Il aimait le quotidien, et c'est pas un hasard si c'est autant investi, si c'est autant plu dans Combien ça coûte. Combien ça coûte, c'était son petit bonbon à lui, c'était son plaisir, c'était moins corseté évidemment que son journal quotidien. Et là, il avait une espèce de liberté totale, et il s'est éclaté. Lui, il l'a fait moi je l'ai fait 5 ans, lui je crois qu'il a fait une dizaine d'années, et même jusqu'à là, on s'est parlé il y a pas très longtemps. Il disait, quand est-ce qu'on reprend Combien ça coûte? C'était son bonbon, son plaisir, vraiment. Il adorait ça. Il y avait évidemment une chronique qu'il passionnait, c'était l'argent public gaspillé, parce que ça aussi, ça le mettait en pétard. Et Alors justement, s'il s'énervait, il était exigeant dans le boulot, même dans Combien ça coûte. Il faisait confiance, mais il était exigeant. Ça lui est arrivé de prendre des colères, pas avec moi, mais avec certains, où ça a été Jacques Expert, je vous interromps parce que sinon je peux plus faire parler Claire Chazal. L'argent, c'est pas grave, on est ravis de vous entendre et tout le monde est dans l'émotion. Évidemment, il faudrait on aurait peut-être dû consacrer 1 heure à Jean-Pierre Pernaut. L'argent public gaspillé, on reprochait parfois à Jean-Pierre Pernaut ses prises de position que certains jugeaient politiques. Claire Chazal présentait des journaux aussi regardés en France, n'était pas sans subir des critiques. Vous en avez subi également. Comment vivait-il tout ça, les critiques qui étaient faites à son endroit? Je pense qu'il les vivait
pas très bien. Je pense qu'elles étaient largement injustes. Comme le disait Jacques, Jean-Pierre Pernaut avait un grand sens des réalités, de la vie quotidienne. Il aimait le naturel, il aimait s'adresser directement aux gens. Et au fond, il aimait les téléspectateurs auxquels il s'adressait. Il faut savoir d'ailleurs que quand il dictait son journal, d'abord il s'impliquait complètement, avec éventuellement ses colères que Jacques a citées, c'est vrai, elles étaient un peu légendaires, mais jamais méchantes. Il y avait beaucoup d'affection de sa part pour les journalistes de la rédaction, mais il entendait parler directement, il n'avait pas de prompteur par exemple, contrairement à d'autres, contrairement à moi par exemple, ou à Patrick, où peut-être nos lancements étaient plus longs, les siens étaient naturels, ils étaient directs. Il aimait improviser et il avait évidemment un très grand sens de l'information, bien au-delà de l'actualité des régions. Justement, à propos de ce sens de l'information, Robert Namias, Jean-Pierre Pernaut a été beaucoup critiqué pour l'éditorialisation de ses journaux, exemple dans les Guignols de l'info, qu'il présentait souvent en obsédé des sujets d'insécurité. Est-ce que c'était un journaliste de droite qui faisait un journal de droite, Robert Namias ? Alors honnêtement, si vous me posez la question, ce journaliste de droite, oui, ses options politiques personnelles étaient plutôt de ce côté-là. Mais on lui a reproché, sur les milliers de journaux qu'il a fait, on lui a reproché quelques petites phrases, ce qu'on appelait des sorties de reportage. Mais enfin, c'est tout à fait minime. Moi je suis d'accord avec Claire, il a beaucoup, car c'était vraiment un grand journaliste et qui sentait tout à la fois ce que vivaient les gens aussi bien dans leur quotidien que lorsqu'ils devaient s'intéresser à l'exceptionnel, une guerre, une catastrophe, etc. Et il réagissait de la meilleure manière à ce moment-là. Et Claire a raison, il le vivait pas bien. Et moi, il m'est arrivé quand même très souvent, derrière son côté un peu rugueux comme ça, qui justement se braquait parce que il sentait qu'il n'avait pas toujours raison, d'ailleurs, y compris dans ses choix. Et finalement, il écoutait les autres sans le dire. Mais il ne le vivait pas bien parce que ça n'était pas lui. Lui, d'abord, honnêtement, il ne faisait pas de politique à l'antenne, à part ces 2-3 petites phrases, mais encore une fois, ça n'est rien. Mais surtout, c'était quelqu'un d'infiniment généreux, d'infiniment chaleureux. Si vous voulez, moi, je pense aujourd'hui, ce sera peut-être mon dernier mot, mais il faut le dire, je pense à l'ensemble des correspondants de TF1 qui ont travaillé avec Jean-Pierre, qui était vraiment son équipe. Il y avait chaque année un séminaire des correspondants que j'animais et on allait le faire avec Jean-Pierre. On choisissait une région et on rassemblait tous les correspondants. Robert, vous n'imaginez pas la chaleur de l'équipe. Et je pense à tous ces journalistes aujourd'hui qui sont infiniment malheureux. C'est vraiment... Jean-Pierre, c'était ça. C'était un grand journaliste. On a parlé de son intuition, on a tout dit. Mais c'était surtout une personne qui était très attentive aux autres et très attentive à ses équipes. Robert Namias, merci pour ce témoignage. Je cite un mot de Marie-Sophie Lacaro qui était hier aux 20h de TF1 qui disait le conseil qu'il m'avait donné c'était éclate-toi. Et elle a dit je pense à l'équipe du 13h qui demain va devoir essayer de s'éclater. Demain, c'est aujourd'hui, c'est à 13h, on pense à eux. Claire Chazal, vous pensez à eux. Vous pensez aussi à l'Ukraine. Demain soir, Claire Chazal, à 20h, vous serez en direct sur Culture Box, sur France Culture. Une veillée autour de l'Ukraine, on verra quoi ? Alors ce sont les artistes et principalement acteurs et metteurs en scène qui se rassemblent au théâtre de Chaillot autour de lectures. Ce ne sera pas de prise de parole politique, c'est des témoignages, c'est une présence pour évidemment marquer notre soutien, leur soutien à tous aux Ukrainiens et principalement et sous la direction de Stanislas Nordet, grand metteur en scène notamment, il y aura une lecture successive, toute une soirée dédiée principalement à l'auteur Gogol qui fut un des grands auteurs ukrainiens bien sûr. Alors il est russe mais il est né en Ukraine et je crois que nous allons tous rendre hommage à Gogol. Gogol et la perspective Nevsky, ce sera demain à partir de 20h avec Arnaud Laporte pour France Culture. Et sur Culture Box. Merci à Jacques Expert, merci à Robert Namias, merci à vous Claire Chazal. On vous retrouve aussi chaque dimanche soir en deuxième partie de soirée sur France 2 avec Passage des Arts. Et sur France 3, la présentation du Grand Échiquier. Voilà, il y en aura deux. Grand. Merci d'avoir été avec nous. 1er juillet. Voilà, on prend de l'avance. Dans un instant, on parle de l'animateur phare de l'émission Silence, ça pousse. Ça marche à la télé, ça marche en kiosque. Et là, ils sortent en plus des cahiers spéciaux. Par exemple, comment se mettre au potager. Vous l'avez reconnu, c'est Stéphane Marie. Il arrive, à tout de suite. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.